pour cette intervention. Monsieur Tom Fletcher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vous informe au sujet d'une crise dans un contexte de plus en plus compliqué dans lequel des humanitaires et il est naturel que mes mises à jour ne soient pas toujours positives. Je suis en mesure aujourd'hui de vous partager toutefois une trajectoire positive et bien sûr je vais atténuer un petit peu cet optimisme avec un peu de prudence et de réalisme. Les choses s'améliorent après des années de conflits et de négligence. Mais les cicatrices sont profondes et le progrès est fragile. Lorsque j'ai visité la Syrie en décembre 2024, des jours après la chute du régime d'Assad, j'ai trouvé un pays angoissé, traumatisé. Les dégâts de la guerre étaient frappants et les besoins humanitaires étaient excessif. J'ai visité la Syrie encore le mois dernier avec mon collègue du PNUD, Alexander De Croo. Nous avons vu des progrès. Des millions de personnes sont rentrées chez elles. Les marchés pullulent. Les plus de lumière sont visibles. La reconfiguration humanitaire est en train de fonctionner. Nous avons entendu le président Chara nous expliquer sa vision d'un redressement dirigé par les Syriens, de croissance, de restauration de services essentiels, de création de conditions permettant le retour retour chez soi pour laisser abandonner les camps. Enfin, je pense que cette approche, basée sur la confiance et le partenariat de ces dernières années, constitue une base solide. Nous alignons sur les plans humanitaires, le no camp, no mine, pas de camp et pas de mine, des efforts ambitieux qui aident les personnes à se réinstaller, accélérer le déminage. Nous avons lancé en commun les besoins humanitaires et le plan de riposte le 2 avril, un plan lancé en Syrie avec le gouvernement syrien. Suite à notre visite, le gouvernement de la Syrie a prolongé l'utilisation de la dollarisation pour 6 mois supplémentaires, ce qui va alléger les contraintes financières et de liquidité, contribuer à une mise en œuvre plus efficace et rapide. C'est l'occasion importante également, et la raison de notre visite commune était de démontrer que les réformes de l'U80 et la reconfiguration humanitaire peuvent aider les experts dans le cadre de cette triple axe humanitaire, développement, paix, à sauver des vies, à créer des opportunités. La transition de l'urgence humanitaire vers le développement, la résilience, le redressement est essentielle. Nous devons agir plus rapidement pour faire de cette vision de réalité. Dans l'intervalle, les humanitaires sont en train d'intensifier leurs efforts. Nos partenaires aident plus de 200 000 rapatriés chaque mois avec des aliments, des soins de santé, de l'eau. Au premier trimestre, nous avons décaissé 84 millions de dollars de nos fonds mis en commun. Avec 72 partenaires locaux qui ont reçu près de 2/3, nous garantissons que des organisations dirigées par des femmes soient au cœur du processus décisionnel pour renforcer la riposte avec des priorités sur la base de preuves. Ce mois, nous avons alloué encore 146 millions de financement du gouvernement des États-Unis pour 17 projets vitaux et ils vont permettre de mettre en œuvre facilité de soutenir les initiatives là où elles sont nécessaires, grâce à l'équipe également de redevabilité et d'impact, grâce à une surveillance, analyse de risque et reddition de comptes robustes et le réalisme à présent. 3 risques majeurs persistent en dépit des progrès. Tout d'abord, un risque externe. Le conflit dans toute la région en mars met d'immenses pressions sur la Syrie. Dès le 19 avril, près de 300 000 personnes avaient franchi la frontière du Liban vers la Syrie, pour la plupart des ressortissants syriens, ce qui ajoute aux 1,6 million de réfugiés syriens estimés qui étaient retournés en Syrie à partir de toute la région depuis la fin de 2024. Les rapatriés ont besoin d'aliments, d'abris, d'autres soutiens. Et le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis et Israël tient, mais en dépit de cela, des tensions restent importantes dans la région. Le risque de perturbation est essentiel, va toucher les chaînes d'approvisionnement et s'il persiste, il menace de perturber l'élan pris en interne et potentiellement tous les acquis et les efforts de redressement depuis des années. Ensuite, les défis internes qui sont toujours de taille. Les besoins sont importants. Plus de 13 millions de personnes ont besoin d'aliments, 12 millions ont besoin d'eau propre, près de 13 millions ont besoin de soins de santé. Au nord-est, 100 000 déplacés à Al-Saka, dans les gouvernorats d'Al-Saka et Alep, par exemple. Les services se stabilisent progressivement. Des dispositions sont mises en place, mais des lacunes restent à combler. Par exemple, en matière d'électricité, particulièrement à Ain al-Arab, au Kobani, où 400 000 personnes, d'après les estimations, connaissent des restrictions. Nous avons eu 30 camions
qui ont pu entrer le 16 mars au sud. Près de 20 000 personnes sont rentrées chez elles, mais 155 000 restent déplacées. Nous avons pu arriver à 400 000 personnes par mois depuis juillet dans le sud. L'accès à Soïda a été stabilisé, mais reste fragile et des dégâts sont observés dans les lignes de génération d'énergie, les pompes d'eau, les installations sanitaires, les écoles. Des inondations récentes dans 5 gouvernorats ont touché 20 000 personnes, qui sont déjà déplacés. Plus de 3 400 abris ont été endommagés, détruits et des milliers d'hectares de cultures vitales sont en risque. Des mines et des engins non explosés continuent de coûter des vies, tuant plus de 50 personnes et blessant plus de 100 depuis la mi-mars seulement. Près d'une victime sur 3 est un enfant. Les efforts pour éliminer les mines sont essentiels pour garantir qu'ils puissent rentrer chez eux volontairement, que les enfants et l'école et que les familles puissent vivre. D'après la dernière enquête du HCR sur les réfugiés dans les pays voisins, Liban, Égypte, Irak, Jordanie, ce sont plusieurs défis qui s'ajoutent. 18% prévoient de retourner chez eux dans l'année qui vient, et une augmentation de 3% par rapport à 2024 et de moins 27% en janvier 2025. Des obstacles sont cités, par exemple le manque d'opportunités économiques, de logement, insécurité localisée. Troisièmement, une coupe du financement continue de faire mal. En 2025, notre plan était financé à 42% grâce à l'Union européenne, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Arabie Saoudite, Qatar. En Syrie, 417 installations sanitaires, près de 20% du total, ont été frappées par ces pénuries. 366 sont suspendues à capacité réduite, ce qui touche 7 millions de personnes. Dans un climat très froid, des inondations, cela touche 3400 abris, l'aide importante en hiver et 28% seulement du financement des 112 millions qui sont nécessaires. Le PAM, quant à lui, a besoin de 200 millions dans les 6 mois qui viennent pour éviter des suspensions à grande échelle. J'ai 3 demandes pour le Conseil, Monsieur le Président. Tout d'abord, maintenir cet élan diplomatique, faites usage de votre influence pour résoudre les goulots d'étranglement qui restent, permettre le retour sûr, volontaire et digne en Syrie, dans toute la région. Le succès dépend de l'inclusion de tous les Syriens, femmes et filles également, pour cette transition. Ensuite, les opérations humanitaires qui sont d'une aide vitale. Nous avons besoin de 2,9 milliards, mais afin de maintenir le progrès fragile que je vous ai décrit, de continuer, de voir les hôpitaux continuer de fonctionner, de nourrir les familles, dans les 6 mois à venir, nous avons besoin en priorité d'1,5 milliard. C'est le minimum absolu pour éviter un recul de tous les acquis. Nous sommes financés à ce stade à 15% seulement, 459 millions. Et les principaux donateurs en 2026 sont les États-Unis à hauteur de 160 millions, l'UE 64 millions, Japon 40 millions, Suisse 30 millions, Allemagne 29 millions, Canada 27, Danemark 22, Royaume-Uni 20. Ensuite, troisièmement, investir dans l'avenir de la Syrie grâce à un soutien prévisible, soutenu pour le redressement et le développement. Le monde a besoin de ce succès et la Syrie pourrait être un succès. Et seulement si ce Conseil nous aide à dépasser ces 3 risques que je vous ai décrits, par des échanges diplomatiques soutenus, un soutien humanitaire immédiat, un investissement à long terme dans leur avenir. Nous devons garder cet élan et garder le cap. Je remercie Monsieur Fletcher.